Là où les délégations peuvent le plus s'exprimer, c'est sur tout ce qui relève de la politique éducative et pédagogique. Voilà. Mais ça doit être aussi, ces délégations, quelque part en accord ou, comment vous dire, en parfaite harmonie avec votre propre professionnalisation. La très grande priorité pour vous, effectivement, c'est tout ce qui relève du pilotage pédagogique et éducatif. C'est vraiment ça votre priorité. Et tout ce qui relève par contre de l'administration de l'établissement, il faut vous laisser un tout petit peu de temps pour accéder à ces problématiques-là, parce qu'elles ne relèvent pas encore du reste de votre autorité, mais surtout, elles ne vous sont pas nécessaires immédiatement. Là aussi, il faut vous projeter sur 3 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 3 ans, si ce n'est pas 4, parce que c'est même sur 4 ans qu'il faut des fois plutôt réfléchir, vous aurez tout le temps effectivement de vous initier, en particulier à tout ce qui est problématique budgétaire, financière, etc. Ce n'est pas votre problème pour l'instant. Mais par contre, dans tout ce qui relève de la conduite de la politique éducative et pédagogique, s'intègre dedans tout ce qui relève de la préparation de rentrée, y compris dans tout ce qui est répartition de la dotation horaire. Si ce n'est pas le cas encore cette année, mais si vous avez initié en fait le processus, dites-vous qu'au bout de 3 ans, vraiment maxi, il faut que vous soyez complètement autonome sur ce dossier-là. C'est un peu ça le timing. Après, sur le reste, franchement, sur tout ce qui relève de l'administration, encore une fois, l'ESN d'ailleurs le propose, certaines académies, dont la mienne le propose également, ont fait des formations d'adaptation à l'emploi pour de nouveaux chefs d'établissement sur toutes les questions comptables, financières. Et puis il y a quand même un spécialiste à vos côtés, un agent gestionnaire, qui plus est s'il est agent comptable. Mais la priorité, c'est ça. Sur les liens à l'environnement, là, ça fait partie, en fait, des spécificités de votre établissement. Il y a des établissements qui n'ont pas le choix, effectivement, enfin, dans certains établissements, le chef d'établissement adjoint n'a pas le choix, effectivement, de s'ouvrir, en accord, bien sûr, avec son chef d'établissement à l'environnement, parce qu'il s'agit, par exemple, d'un REP+, ou d'un REP. C'est vrai aussi dans des établissements qui sont très isolés, dans ce qu'on peut appeler la plus ou moins grande ruralité, où, encore une fois, le fait que l'établissement soit très souvent un des derniers services publics présents, de facto, les personnels de direction sont extrêmement identifiés et les relations à l'environnement s'en trouvent facilitées. Mais après, le fait d'assurer ces relations à l'environnement pour un adjoint par délégation, ça peut être aussi à la faveur de dispositifs éducatifs que vous allez initier, par exemple le CESC. Ça peut être aussi sur des problématiques élèves, en lien avec l'aide sociale à l'enfance, par exemple, c'est-à-dire la relation au foyer, la relation à d'autres types d'administration, y compris s'il y a des questions de protection judiciaire de la jeunesse. Mais dans l'environnement, on peut mettre aussi, bien évidemment, le bassin d'éducation-formation, dans lequel se trouve votre établissement, et le fait que vous puissiez commencer graduellement à faire partie de commissions, orientations, etc., qui peuvent effectivement se créer au niveau du bassin d'éducation auquel vous appartenez. Bassin ou district, ça dépend des académies, ça dépend un petit peu des appellations. Cela dit, ne soyez pas trop pressés non plus. Vous voyez l'année que vous passez cette année. L'éventuelle rareté qui est celle de votre présence dans vos établissements, enfin en tout cas c'est un peu ce qui nous revient de vos chefs d'établissement d'affectation. C'est vrai que la première année est assez dense en termes de journée, mais l'entrée effectivement dans l'environnement se considère aussi au cours de la deuxième année, alors que vous avez assuré les bases en première année au niveau du fonctionnement et que vous avez pu asseoir effectivement le fonctionnement de l'établissement, en tout cas ce qui vous est demandé dans ce fonctionnement-là. Du coup là ensuite vous pouvez sortir. Parce que là, vous sortez, mais au titre de la formation, ce qui n'est pas exactement la même chose. Par contre, il y a des domaines qui sont vraiment absolument réservés aux chefs d'établissement et où il ne faut pas que vous y alliez seul. Et si on vous demande d'y aller seul, ou si votre chef d'établissement vous demande d'y aller, là, pour le coup, il faut effectivement s'entourer d'un certain nombre de dispositions, dont des arrêtés de signature qui vous donnent le pouvoir effectivement de signer. C'est vrai de tout ce qui est contentieux. Alors contentieux en particulier sur un plan administratif, et ça recouvre bien évidemment tout ce qui relève des sanctions que vous portez aux élèves. Faites très très attention, la sanction vous portez grief, ça rentre globalement dans le registre de ce qu'on appelle la police administrative. Il peut y avoir un recours jusqu'en Conseil d'État. La responsabilité de l'État peut être engagée effectivement en cas de contentieux avec une famille. Ça peut être des millions d'euros à la clé, je vous le dis comme ça. On en a eu quelques exemples ces dernières années.
Donc dans ces cas-là, effectivement, il y a des règles administratives, non pas strictes, mais des règles administratives à respecter. Et vous ne pouvez pas, en qualité de chef d'établissement adjoint, sans qu'aucune délégation de signature n'ait été arrêtée dans votre établissement par un acte administratif de l'établissement, signer par exemple une sanction. Même un avertissement, etc. Ce n'est pas le problème. Dès qu'il s'agit d'une sanction, on rentre effectivement dans une obligation réglementaire qui incombe exclusivement au chef d'établissement, qu'il peut effectivement déléguer à son adjoint, mais avec un arrêté de signature. Autrement, c'est un vice de forme. Ça annule tout simplement la décision administrative que constitue une sanction, et ça peut ouvrir la voie à des demandes d'indemnité, ce qui serait un petit peu embêtant. Tout le contentieux, par contre, avec des personnels, là, vous y mettez pas. C'est vraiment chef d'établissement, en lien avec les services GRH, DPE, etc. Normalement, un chef d'établissement adjoint peut participer effectivement à l'instruction d'un dossier, certainement pas représenter l'établissement, notamment en commission administrative disciplinaire, par exemple. C'est le chef d'établissement qui est requis. Certes, un adjoint peut avoir un rôle, mais c'est vraiment l'autorité que représente le chef qui doit être présente. Quand je vous parle de la structure de PALE et des indicateurs de position, c'est que sur un certain nombre, vous pouvez avoir, au titre des délégations, la responsabilité de différents niveaux. Moi, je suis toujours très interrogatif, ce qui ne veut pas dire que c'est impossible, qu'on donne par exemple la responsabilité de classe d'orientation à des chefs d'établissement adjoints, surtout alors qu'ils arrivent en qualité de stagiaires et qu'il faut qu'ils apprennent le métier. Mais ça n'a jamais été le cas. Vous pouvez avoir un mixage des niveaux, ça peut être intéressant, mais si je voyais par exemple un chef d'établissement adjoint qui plus est stagiaire, avoir la totalité du niveau 3e ou la totalité du niveau seconde, là je dirais attention. Parce que l'orientation, vous savez combien c'est compliqué, et vous allez influer complètement en fait sur les indicateurs de l'établissement, sur la poursuite d'études de ses élèves. Au niveau d'un lycée, par exemple, mal jouer sur l'orientation, c'est toute la structure de l'établissement qui risque de basculer sur un certain nombre d'années. On peut se retrouver en pyramide inversée sur certaines sections, c'est-à-dire même des fermetures de sections. Donc il y a des enjeux qui sont considérables. Donc après, ce n'est pas impossible, mais il faut faire attention. Il faut juste faire attention à ça. C'est-à-dire en particulier, toutes les classes à orientation sont des classes qui sont sensibles, dont vous pouvez d'ores et déjà vous occuper cette année, mais pas totalement en complète autonomie. C'est juste ça dont il faut faire, sur quoi il faut être vigilant. La représentation de l'État, c'est important. Normalement, dans tout ce qui est représentation de l'État, c'est-à-dire représentation de l'établissement à l'extérieur dans des cérémonies officielles en particulier, ou alors qu'il y a des réunions importantes avec la collectivité de rattachement, très sincèrement, on attend plutôt le chef que l'adjoint. C'est un problème de représentation de l'établissement, et d'ailleurs nos interlocuteurs des autres administrations, voire des collectivités, seraient assez surpris que ce ne soit pas le chef d'établissement qui se soit déplacé, mais qu'il demande à son adjoint de le représenter. Ça peut être le cas ponctuellement, mais là aussi on touche à la symbolique. On touche à la symbolique d'ensemble. Il faut faire attention à ça. Il faut faire attention, et ça peut porter vraiment un lourd préjudice au chef d'établissement. Normalement, ils le savent, ils ne prennent pas le risque, et dans toute cérémonie officielle ou toute réunion stratégique, très clairement, ils savent qu'ils doivent être présents, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne demandent pas à leur adjoint de les accompagner. Mais les laisser seuls dans ce type de réunion, c'est difficile. De la même façon que si vous avez des dialogues de gestion avec l'autorité académique, si le chef d'établissement ne se déplace pas et laisse son adjoint aller se débrouiller avec les problématiques de DSG, à mon avis, ce sera bizarrement vécu par l'autorité académique en question qui s'interrogera sur l'absence du chef. C'est comme ça. Mais ce n'est pas une dépréciation de l'adjoint, pas du tout. Mais simplement, c'est là qu'on attend le chef. Voilà. Donc ce sont des domaines réservés en quelque sorte, tels que je vous l'indique.